Je vais juste présenter nos intervenantes aujourd'hui. On a Irène Becci, qui est doyenne de la faculté de théologie et des sciences de la religion à l'UNIL et professeure ordinaire en sciences sociales des religions. Je crois que c'est bon. Alexia Tissière, qui est donc avocate stagiaire dans une étude d'avocat à Lausanne et qui est la cofondatrice du média Mieux, que vous connaissez peut-être sur Instagram notamment. On a ensuite Camille Etienne, que je ne présente pas tellement elle est connue même en Suisse. Elle est passée ce matin à Tout un monde pour parler de son activisme et elle vous en parlera beaucoup mieux que moi. Et puis encore Rebecca Joly, qui est députée verte au Grand Conseil vaudois et élue municipale à la ville de Prilly et aussi juriste. Je vous laisse dans leurs mains pour parler d'écoféminisme, de lutte sociale et environnementale et pourquoi est-ce que les deux vivront toujours ensemble et sont nécessaires ensemble pour changer la société dans laquelle nous vivons. Bonne table ronde. Oui, c'est intimidant, on ne vous voit plus. Bonjour tout le monde, bienvenue. Merci beaucoup aux créatives de laisser la place, de nous avoir invités, de laisser la place à ce débat extrêmement important, crucial, probablement central, de l'écologie, de l'activisme écologique duquel nous allons parler aujourd'hui. Mon rôle est vraiment uniquement de distribuer la parole aujourd'hui parce que je suis tellement honorée d'être ici avec trois femmes exceptionnelles qui sont connues par le public. On s'est juste mis d'accord qu'effectivement, nous sommes dans un festival féministe qui a le nom de créative. Donc la créativité, le féminisme, l'écologisme, c'est un peu trois domaines qui se rejoignent, qui se recoupent, des fois peut-être sont en tension l'un avec l'autre. Donc dans un premier tour, j'allais juste uniquement... c'est vrai que de mon côté aussi, je laissais la parole quelques minutes à chacune pour se présenter à travers cette grille-là, ce filtre-là, dans son parcours. Éventuellement, vous avez déjà assez de moyens pour les connaître parce qu'elles sont présentes sur les réseaux sociaux. Donc, il ne s'agit pas de refaire tout un portrait, mais simplement dire dans mon parcours, dans ce que je fais, dans mon activisme, en quoi cette intersectionnalité en fait, de ces domaines-là est importante, a été vraiment porteuse ou des fois une limite, un obstacle à ce que je fais. Et ensuite, on va refaire un deuxième tour un peu plus concret. Juste pour dire pourquoi je suis là aussi, c'est simplement parce que dans les différentes choses qu'on peut faire comme sociologue des religions ou anthropologue des religions, c'est s'intéresser aux spiritualités contemporaines. C'est ce que je fais. Effectivement, l'éco-spiritualité est un des domaines sur lesquels j'ai travaillé et l'écoféminisme a énormément de choses à dire dans ce domaine-là. Donc, je vais peut-être un petit peu orienter à un moment donné, si c'est nécessaire, les questions dans ce sens-là. Mais sinon, le but sera d'entendre vos questions à la fin de ces différents tours de parole qu'on va faire. Donc, on s'est mis d'accord qu'on laisse la parole d'abord à Rebecca Joly, qui vient maintenant de Prilly, si je vois bien, et qui a tout un parcours dans le droit. Donc, elle est docteure en droit, travaillé sur l'application du droit constitutionnel, sur la question de la biodiversité. Et maintenant, elle est à la municipalité responsable du Dicaster, de la voirie, des espaces verts et des infrastructures à Prilly. Donc, très concret, on disait en parlant, je m'occupe de comment planter des arbres, ce qui n'est pas du tout anodin. Donc, Rebecca, merci beaucoup de nous raconter un petit peu ton parcours ou tes accents par rapport à ces intersectionnalités. Merci. Merci Reine. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être venus aussi nombreuses et nombreux. Vous êtes impressionnants même dans le noir. Oui, donc moi en fait très tôt j'ai choisi, ou le parcours m'a choisi, mais j'ai choisi la politique institutionnelle. Je me suis engagée dans le conseil communal à l'époque quand j'avais 20 ans. Donc j'ai commencé très tôt la politique institutionnelle et c'est en fait comme ça que j'ai commencé à m'engager en fait à être j'ai d'abord commencé par la politique institutionnelle en fait avant l'activisme et du coup c'est par là que j'ai commencé mon engagement. J'ai fait 10 ans de conseil communal, maintenant je suis élue à l'exécutif, donc j'avais effectivement un pouvoir décisionnel extrêmement concret. Surtout que comme tu l'as dit Reine, mon dicaster c'est la mise en place, l'entretien des espaces verts, les infrastructures, la réflexion autour aussi de la mobilité. Donc c'est des éléments très très concrets. Alors malheureusement dans mon travail je dois aussi beaucoup refaire des routes pour des voitures, mais j'essaye quand on refait des routes d'y planter des arbres et de mettre des pistes cyclables. Ça paraît rien, mais au final c'est des actes extrêmement concrets. Puis voilà, moi j'ai fait 10 ans de politique institutionnelle. J'ai été élue au Grand Conseil il y a 5 ans et demi, où maintenant je siège toujours chez les Verts et Verts.
Et donc, dans mon parcours de politique institutionnelle, l'écoféminisme s'est quelque part imposé à moi, puisque je me suis d'abord engagée en fait à gauche, parce que j'ai toujours été une personne qui croyait en la justice sociale. Puis, en fait, les questions d'urgence climatique et de perte de la biodiversité sont aussi complètement imposées à moi via mes recherches dans mon doctorat ou via l'actualité. Mais en tant que membre d'un parlement, quand on est une jeune femme, on nous fait très 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 vite comprendre qu'on est une jeune femme et que c'est un problème. Concrètement, on n'est pas à notre place. Que ce soit par des petites remarques, par le fait qu'on nous donne pas certains accès, qu'on nous promeut pas à certains postes. Alors j'ai de la chance, le mouvement politique dans lequel je suis, c'est pas tellement le cas, mais quand on est face à c'est un peu cliché, mais quand même des vieux hommes de droite, on nous fait très vite comprendre qu'on n'y connaît rien, on n'y comprend rien, et puis qu'on n'a rien à dire. Que parce qu'on est une jeune femme, on n'a pas d'expérience, et donc on ne peut pas avoir un point de vue sur le monde qui est pertinent. Et en fait, j'ai passé toute ma carrière politique, et je passe encore une grande partie de ce temps-là à expliquer en quoi justement, non, au contraire, en tant que femme, et en tant que jeune femme d'autant plus, j'ai un point de vue sur le monde qui est extrêmement pertinent, et surtout dans les luttes écologiques, parce que le fait est que en essayant de lutter pour qu'on crève pas tous, pour être très concret, non, mais pour essayer de faire en sorte que le monde continue à être vivable. Pour moi, il est évident que dans une société plus juste, qui prenne en compte les limites planétaires, qui prenne en compte les autres espèces, c'est aussi un monde dans lequel on ne doit plus avoir de discrimination, et donc qu'entre êtres humains, on doit aussi avoir une société beaucoup plus égalitaire. Donc, alors moi, je suis une femme blanche, hétérosexuelle, donc c'est vrai que c'est surtout le prisme du féminisme qui me touche, mais évidemment que ça concerne aussi les autres luttes, la lutte contre l'homophobie, la lutte contre la transphobie, la lutte contre le racisme, etc. Mais au final, pour moi, j'imaginais pas me battre pour qu'on ait un monde dans lequel on puisse continuer à vivre, si ce monde dans lequel on peut continuer à vivre continue d'exploiter une grosse partie de la population en faveur d'une minorité de celle-ci. Oui, merci beaucoup. Plein de mots-clés très intéressants. C'est vrai qu'à ce sujet, ne serait-ce que s'occuper des espaces publics du point de vue de l'écologie et du féminisme, c'est un enjeu énorme. On parle beaucoup d'androcène aussi, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde tellement marqué en fait par une vision masculiniste, qui ne veut pas dire mal nécessairement. Merci beaucoup. Peut-être maintenant, alors Camille, Étienne, et puis tu as énormément déjà donné d'informations sur toi. Donc l'activisme est absolument central dans ta vie. Tes études en Sciences Po, après la jeunesse, disons, dans les Alpes, te donne énormément de compétences sur un large domaine. Donc on aimerait bien t'écouter un peu sur cette intersectionnalité aussi. Merci. Bonjour. Non, c'est vrai, c'est marrant parce qu'on en parlait avant de venir et je disais, mais moi, j'ai pas grand-chose à dire sur ma vie parce que, je veux dire, j'ai 24 ans, donc a priori, j'ai pas non plus une grande expérience du monde. Du coup, sur ces questions d'écoféminisme, je peux vous raconter rapidement mon parcours de pensée. En gros, moi, à la base, je suis née dans un endroit, vous en Suisse, vous connaissez ça bien aussi, mais dans des montagnes françaises, vers les Arcs, la Plagne, s'il y en a qui connaissent. Donc, c'est un petit village à côté des Arcs, d'ailleurs. Mais vraiment dans un endroit à côté d'un parc national, et celui de la Vanoise, et où on n'a pas accès en voiture l'hiver. Enfin, c'est vraiment assez isolé et du coup très protégé aussi. Donc, l'écologie est venue avant tout. Et même en réalité, ça a été d'abord la question sociale qui m'a touchée le plus. C'était vraiment l'expérience intime de l'injustice sociale. Parce qu'en fait, l'écologie, c'était pas du tout quelque chose d'intellectualisé. C'était vraiment quelque chose que je vivais, de fait que je vivais dans la nature, donc avec elle. Et du coup, c'était à la fois mon terrain de jeu. Je faisais du ski de fond, compétition, c'était du coup toute ma socialisation aussi. Le jardin, c'était mon frigo, c'était mon temps libre, c'était les sujets de discussion sur la table. Même quand je rentre encore chez moi, c'est est-ce qu'on va avoir le bois qui va arriver avant qu'il y ait la première neige, quand est-ce que, enfin, là, c'est des choses très concrètes en réalité. Et donc du coup, j'ai pas intellectualisé réellement qu'elle pouvait être menacée parce qu'elle me semblait si grande et que venant d'une famille d'alpinistes, c'est précisément plutôt la nature qui me semblait menaçante
pour nos vies. Et à la fois, on aimait beaucoup jouer avec cette frontière-là, hein, très, très fine entre finalement la vie et la mort. Quand on fait de l'alpinisme, c'est un peu ça, c'est ce frisson-là qu'on va aussi chercher. Et donc, quelque part, j'avais du mal à conceptualiser l'idée qu'on pouvait, nous, petits êtres misérables, qu'une avalanche suffit pour balayer, réussir à menacer des géants de glace qui existent là depuis des milliers d'années. Et donc, c'est plutôt en arrivant à Sciences Po, donc pour ces questions d'injustice sociale qui me révoltaient vraiment, je me suis dit, bon, faisons l'école où les décisions sont prises, donc à Sciences Po Paris, avec la Sorbonne en philosophie, donc c'était un double diplôme, parce que je voulais les comprendre et les combattre. Et donc, c'est plus là où j'ai accentué cette expérience d'une forme de violence sociale aussi, très forte. Pas forcément en tant que femme, je n'ai pas intellectualisé comme ça, en tout cas au début, mais plutôt d'abord en termes de violence culturelle, en fait, de ne pas avoir des codes, de ne pas comprendre un milieu. Typiquement, là, dans un musée, moi, j'ai jamais été vraiment dans des musées avant d'arriver à Paris, et c'est encore quelque chose sur lequel je travaille, parce que j'ai tendance à beaucoup m'ennuyer, parce que je ne comprends pas et que je n'ai pas eu cette culture-là. Donc, du coup, c'est vraiment une socialisation, en fait, à la culture. Donc, voilà, d'abord, moi, ça a été ça. Ça a été comment est-ce qu'on répare ces injustices sociales qui, très basiquement, font qu'on n'a pas tous les mêmes droits en fonction de là où on est. Voilà. Et ensuite, je me suis rendu compte aussi de l'urgence climatique en voyant que les personnes qui m'entouraient, qui étaient par ailleurs bien plus brillantes que moi sur tout un tas de choses, qui connaissaient l'histoire, l'art, etc., n'avaient pas de connaissances concrètes de la Terre et qu'ils allaient prendre des décisions qui allaient a priori l'impacter. Donc c'est là où je me suis dit, bon, très bien, il va quand même falloir s'agir de prendre ça à bras-le-corps. Et du coup, pour vous dire que moi, le combat écologique, je l'ai d'abord pensé comme un combat pour la justice sociale, sachant que les premières victimes du dérèglement climatique, je le répète, mais ça fait jamais de trop, sont les personnes les plus précaires, et pourtant, c'est elles qui sont le moins responsables de ces émissions. D'un point de vue international, c'est toute l'histoire décoloniale qui le montre. Toute l'écologie décoloniale, ils racontent ça, comment on s'est construit sur des ressources qui n'étaient pas les nôtres et qui sont historiquement responsables d'une immense majorité des émissions et qui pourtant, on est ceux qui en sont aujourd'hui le plus protégés. Et même au niveau national, en France, vous avez 63 milliardaires qui émettent la moitié des émissions. Rapport d'Oxfam qui date d'il y a quelques semaines. Voilà, donc d'abord, c'était ça. Et le féminisme, c'est vraiment peut-être le dernier lien que j'ai fait. Je bois un petit peu d'eau, parce que quand je suis bavarde, Merci. Et c'est vraiment le dernier lien que j'ai fait, parce que je pense que j'ai été élevée par des femmes fortes qui m'élevaient un peu comme un homme, en vrai, quand j'y réfléchis. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois ma grand-mère qui était la première femme de son village à se marier en blanc. En gros, c'est-à-dire qu'avant, on se mariait avec les costumes traditionnels, etc. C'est la première qui a envoyé valser ça et qui a voulu se marier en blanc. La première qui a arrêté d'être agricultrice dans son village et d'avoir un métier autre que juste s'occuper des bêtes de son mari. Ma mère était aussi une des premières femmes à faire du sport de haut niveau dans des milieux très masculins, en faisant de l'alpinisme, mais aussi du coup de l'escalade, du snowboard. Bref. Donc il y avait ce truc où elles nous ont toujours... J'ai été élevée par des femmes, qu'on peut dire des femmes fortes, comme elles sont représentées dans la société comme des femmes fortes. Et donc du coup, puisque ça a été ma socialisation, où en vrai, en étant dans la montagne, on est isolé, mais en vrai, on voit moins de gens que dans une ville. On est moins ouvert finalement au reste du monde, c'est vrai. Et surtout qu'on vivait loin des réseaux sociaux, loin d'Internet et tout ça. Donc du coup, j'avais presque ce cercle de socialisation assez restreint. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que du coup, ce que ça m'a fait comme effet inverse, c'est que le féminisme s'est intellectualisé après, mais que j'arrivais donc dans ces sphères de pouvoir, tout en ne comprenant pas, en n'ayant pas intériorisé finalement le fait que j'y avais moins le droit. Ce qui fait qu'on me disait, mais waouh, mais t'es hyper courageuse pour une femme, ou comment ça se fait que t'as pas peur? Mais en fait, parce que pour moi, c'était même pas... Enfin, je me posais pas la question, c'était même pas une revendication en réalité, c'était juste que ça allait de soi, que j'allais arrêter de me faire couper la parole et que j'allais prendre le micro comme tout le monde. Et donc, c'était vraiment ça. Et du coup, après, j'ai dû intellectualiser le fait que, en effet, le patriarcat est partout et que, bien évidemment, j'en ai pas été exempt, mais quand même que j'en étais un petit peu protégée et que donc, du coup, la question de l'écoféminisme vient pour moi, au début, j'avais du mal, et j'en parlerai après plus largement, mais à être séduite par cette idée de base,
parce que ça revenait à un féminisme assez qui essentialisait un petit peu la femme. Pour moi, c'était vraiment l'idée d'une femme par nature, alors que moi, j'ai vraiment, dans mon expérience, c'est si on n'est pas femme, on le devient précisément. Et donc, du coup, j'avais du mal à me dire comment ça, la femme serait plus proche de la nature parce qu'elle donne la vie, parce que c'est la vie, l'idée de mère nature, etc., me séduisait en réalité assez peu. Donc j'étais d'abord assez presque opposée. Alors je le disais pas publiquement parce que d'abord je voulais lire et comprendre et je savais que c'était d'abord une ignorance qui crée cette forme de réticence. Mais je me disais que moi mon féminisme c'était plutôt un féminisme matériel, finalement matérialiste, et que donc je ne comprenais pas les liens entre ces deux. Et après, je vous raconterai, je fais du teasing pour la deuxième partie. J'ai travaillé un peu des notes, que je fais rarement, mais vu que c'est un sujet que je maîtrise moins, j'ai des petites références à vous donner. Pourquoi, en fait, c'est absolument fondamental de lier ces deux luttes. Merci beaucoup Camille, c'est vraiment exceptionnel parce qu'effectivement c'est un peu le parcours du terme lui-même, effectivement qui est né en France, l'écoféminisme, qui en France était ignoré par les personnes autour de Françoise d'Aubonne et qui a d'abord eu un succès en fait aux États-Unis dans tout un autre contexte et qui nous revient et puis qui d'ailleurs, comme on voit ici, regroupe une diversité de positions. Donc effectivement, il n'y a pas un écoféminisme, mais il y en a plein. Et il y en a plein hyper intéressants et des fois s'opposent, il y a des fois des tensions. Mais c'est vraiment intéressant d'avoir ces parcours aussi entre la ville et pas ville. Et on revient un peu plus dans l'urbain avec Alex Tessière, même si c'est un urbain, des fois, voilà, on ne sait plus les maniques périurbains, il y a toute une énorme mégalopole. Donc Alex Tessière nous vient maintenant de Lausanne. Actuellement en préparation de devenir une avocate bientôt, disons, après d'avoir terminé son stage, mais surtout connue, je pense, par les vidéos qu'elle fait, par le média Mieux qui a été créé, cofondé aussi par elle, et le festival du film judiciaire qui vient de se terminer à Lausanne pour sa première édition. Donc le judiciaire et aussi un jeune âge dont elle nous parlera maintenant. Merci beaucoup, Alex. Merci. C'est vrai que j'ai beaucoup apprécié entendre ton parcours, Camille, parce que je pense que j'en ai un assez opposé, en fait. Puis du coup, c'est assez intéressant. J'ai toujours vécu à Rolle, pour celles et ceux qui connaissent, qui est pas encore une ville, mais ça reste quand même assez urbain, c'est sur la côte. Et puis donc, effectivement, moi, je me suis jamais posé ces questions ni féministes ni écologiques pendant un bon moment. Puis ensuite, c'est par vraiment toute une question d'intellectuel que je suis rentrée dans l'écologie. J'étais forcément un peu une enfant qui jouait dehors. C'est encore assez petit pour qu'on puisse sortir, il n'y a pas encore trop de voitures. Mais effectivement, c'est vraiment en lisant des livres que d'un coup, je suis vraiment entrée dans ces problèmes écologiques, que j'ai remarqué qu'il y avait un immense souci, mais sans du tout faire aucun lien avec les problèmes sociaux. Je pense que je suis vraiment dans un milieu privilégiée où du coup je voyais pas non plus de misère sociale, je voyais pas du tout un problème féministe. J'ai la chance d'avoir une maman qui a un immense caractère hyper bien trempé, un papa qui est hyper égalitaire, donc les tâches ménagères à la maison, rien à redire. Ils m'ont toujours poussé à être dans les études. Enfin, jamais on m'a bridé du tout et fait sentir femme en fait pendant que j'étais enfant. J'étais d'ailleurs un peu garçon manqué, et comme on disait justement à l'époque, et c'était assez mon style. Puis en fait, je pense que je m'en rends compte aujourd'hui que je l'ai perdu en devenant adolescente, ce moment où justement on devient un peu plus sexualisé, où on commence à rentrer dans ce jeu-là, puis où du coup garçon manqué, c'est vachement moins valorisé, qui est en fait juste une fille qui est peut-être qui est pas attirée par le maquillage. Enfin, c'est un terme déjà qui a 1000 problèmes, mais sur le moment, donc j'ai un peu abandonné cette étiquette-là, mais sans non plus en faire un problème féministe. Enfin, pour moi, c'était ok, je vois que ça marche moins quand t'es comme ça, donc on va changer. Et puis, je pense que le féminisme, du coup, c'est arrivé hyper tard chez moi, vraiment de me rendre compte qu'il y a toujours un problème féministe. Je crois que ça m'a vraiment pris du temps. Et puis ensuite, c'est en créant, je pense, Mieux qu'on a vraiment fait le lien, dans le sens où Mieux, on l'a créé donc avec Thibaut Mabu, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, et on s'est tout de suite dit, mais on veut un média qui soit plus que sur l'écologie. Enfin, c'est en réfléchissant au nom en fait Mieux qu'on s'est dit mais on va pas faire en fait un vieux jeu de mots avec vert parce que ça va tellement nous enfermer dans cette question. Puis d'un coup on réfléchissait aux luttes qui nous étaient hyper proches, et puis là on s'est tout de suite dit la lutte pour les droits LGBTIQ+, et puis la lutte pour le féminisme, je crois que c'est hyper important, mais on les voyait pas encore en lien. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui se construit vraiment petit à petit. Et la preuve en est que le média vraiment évolue avec nous. C'est qu'au début, on s'est jamais dit que Black Lives Matter et la question du racisme était encore un problème. Enfin, aussi innocent et naïf et blanc qu'on est, c'était tellement loin de nos réalités. Et du coup, c'est au moment où d'un coup Black Lives Matter arrive qu'on se dit waouh. En fait, on a complètement manqué un truc là, puis il faut qu'on l'intègre. Et donc ça aussi, c'est arrivé vraiment après. Je crois que c'est des parcours de vie où on prend connaissance petit à petit.
Et donc, effectivement, aujourd'hui, on est un peu plus intersectionnel. Je me réjouis de voir le dernier truc que j'ai encore loupé, sûrement qu'il y en a. Enfin, on essaye de toujours être connecté à ces choses-là, mais effectivement, ça prend du temps. Et je vous expliquerai aussi pourquoi l'intersectionnalité dans mieux, du coup, et quels sont les liens. C'est magnifique de voir l'enthousiasme aussi, en sachant, et j'espère qu'on peut en parler après, qu'une des vidéos que tu as pu faire, porte sur l'éco-anxiété. Donc là, effectivement, on va peut-être dans un documentaire, ouais. Le documentaire, exactement. On va peut-être arriver un peu plus maintenant sur des cœurs un peu plus peut-être durs, des luttes que vous menez. Donc, je voulais un peu voir de nouveau, en recommençant par Rebecca, parce que je me rappelle qu'en discutant, en préparant un petit peu, on a eu des très belles discussions en fait en arrivant ici. Je suis désolée qu'on n'ait qu'1 heure avec vous, vous aurez le temps, mais c'est fascinant. Et une des choses était de dire, effectivement, je suis à double titre une casseuse d'ambiance là où j'arrive, déjà parce que voilà, je fais des critiques comme féministe, ou je fais des critiques du point de vue écologique et tout. Et est-ce que, voilà, dans quelle mesure, dans les moyens qu'on a de lutter, des fois c'est un handicap ou c'est justement une force d'articuler ces choses? Quelles sont, à tes avis, les urgences les plus importantes actuellement où il faut vraiment mettre le paquet? Est-ce que cette intersectionnalité est une ressource? Dans quelle mesure elle l'est? Voilà. Oui, effectivement, moi, j'aime bien me définir comme une double casseuse d'ambiance parce qu'à la fois, comme militant écologiste, on vient dire une réalité, c'est que notre mode de vie actuel n'est pas viable sur le long terme. Et long terme, encore, c'est un mot galvaudé, je pense même sur le moyen terme. Donc, on vient dire il faut changer nos modes de vie, il faut changer profondément nos modes de société pour qu'on puisse en fait simplement continuer à tous avoir un niveau de vie acceptable. En plus, si on ajoute à ça une dimension de justice sociale internationale, c'est-à-dire de solidarité avec les pays du Sud, là, on est encore plus un casseur d'ambiance parce que l'idée, c'est quand même que tout le monde sur la planète ait un niveau de vie acceptable, c'est-à-dire pas le nôtre parce que ça, c'est pas viable. Donc déjà là, on arrive en fait dans un milieu. Moi, je suis arrivée justement dans un milieu de politique institutionnelle. Donc, je suis arrivée en face de gens soit qui sont là depuis longtemps, soit qui estiment qu'en fait, on a toujours fait du mieux qu'on pouvait et que le résultat auquel on arrive, il est pas mal. Voilà, c'est pour ça qu'on casse l'ambiance. Parce que du coup, on doit d'abord déconstruire ça. On doit d'abord dire, non mais peut-être vous avez fait du mieux que vous pouvez, ça, on va pas le mettre en cause parce que c'est pas une attaque personnelle. Et en fait, tout l'enjeu dans un milieu, dans un législatif ou dans un exécutif, c'est d'essayer de pas faire en sorte que notre interlocuteur se braque, qu'elle prenne comme une attaque personnelle. Et ça, c'est quelque chose que à la fois je vis comme femme dans les enjeux féministes et comme militante écologiste. C'est dire oui, tu as fait du mieux que tu pouvais, mais maintenant on sait que c'était pas une bonne solution. Et on sait que la situation actuelle, elle n'est pas viable à moyen et long terme. Donc maintenant, comment est-ce qu'ensemble, on peut rendre cette situation viable à moyen et long terme? Et en fait, malheureusement, il faut beaucoup de pédagogie pour arriver à maintenant, comment on fait ensemble pour aller mieux à moyen et long terme? Et ça ne marche pas toujours très bien. Il y a beaucoup de réticences. Et puis ça, c'est à la fois quelque chose que je vis sur les questions écologiques. Et puis là, concrètement, dans une municipalité, on prend des décisions tous les jours. Et en fait, on prend des décisions qui ne sont pas forcément évidentes à prendre parce qu'elles partent d'une situation concrète acquise. C'est-à-dire la route, elle existe, le chemin existe, le quartier existe. Comment on fait pour changer les modes de vie des gens qui existent? Les gens, ils sont là, ils ont une voiture, ils la prennent. Et puis, quand on dit devant un législatif ou dans un exécutif, maintenant, on veut que les gens ne prennent pas leur voiture, face à des gens qui sont... Voilà, d'une génération aussi pour qui c'était un droit, que c'était une lutte. Et de l'accessibilité, c'est mais vous voulez, qui vous êtes pour me dire comment je dois vivre ma vie? Alors c'est toujours un effort de pédagogie important de dire non, mais en fait, quand on dit on veut que les gens prennent moins la voiture, ça veut dire qu'on doit créer des alternatives, ce qu'on fait, d'une part, et puis oui, entraver l'utilisation des véhicules d'autre part pour que l'un dans l'autre, il y ait un transfert qui soit sur une base volontaire. Mais concrètement, ça veut dire qu'on enlève des places de parc là où les gens avaient l'habitude de parquer. Ça veut dire qu'on rétrécit les routes, qu'il n'y a plus qu'une voie au lieu de deux, là où et que les gens, ils le voient comme une espèce d'entrave à leur liberté de circuler. Donc c'est la première casseuse d'ambiance. Puis la deuxième, tu le disais, pour ça, avoir le domaine public, c'est passionnant parce que c'est aussi de questionner
face à la plupart du temps beaucoup d'hommes blancs hétérosexuels, la place, justement l'espace public, comment est-ce que eux se le sont appropriés, et puis c'est toute cette question de faire de la place pour tout le monde, ça veut dire, c'est la même. En fait, la mobilité pour ça, c'est un bon exemple, parce que faire de la place pour tout le monde, ça veut dire que celui qui prenait toute la place jusqu'à maintenant, il en aura un peu moins. Ça veut pas dire qu'il aura pas de place, mais ça veut dire qu'il en aura un peu moins, parce que le gâteau, il est fini, et puis qu'à la fin, si on veut que tout le monde ait des parts égales, celui qui avait la grosse part, il faut qu'il la réduise. Et ça, c'est compliqué à entendre pour les gens qui avaient la grosse part, que ce soit dans le cadre des questions féministes ou dans le cadre des questions écologistes. Et vraiment, pour moi, c'est pour ça que ces deux se sont toujours rejointes, parce qu'en fait, à la fois, j'explique aux personnes qui actuellement ont un mode de vie qui n'est pas viable sur le long terme, qui doivent le réduire pour que tout le monde puisse avoir un mode de vie viable, et aux hommes que pour que tout le monde puisse avoir une part égale de l'espace public, etc., il faut qu'ils prennent un peu moins de place. Et ça, ça demande, la voie que j'ai choisie, c'est-à-dire la politique institutionnelle, ça nécessite beaucoup de pédagogie, puis ça implique beaucoup de retour de bâton. Clairement, c'est pour ça que moi j'ai vécu pour ça les luttes féministes. Je me suis prise dans la tronche assez rapidement parce que, moi on me l'a dit. Moi on m'a dit, mais toi tu jeune femme de 20 ans, tu ne peux pas savoir ce que c'est de devoir prendre la voiture. Tu ne peux pas avoir un avis sur la mobilité. Tu ne peux pas avoir un avis sur l'urbanisme. Tu n'as pas le droit de me dire comment je dois me comporter. Vraiment. Et puis, j'ai eu des insultes pendant les conseils communaux. C'est allé assez loin. Donc concrètement, c'est vraiment c'est là qu'on se rend compte en fait que ce combat qu'on mène, ça en face, la réponse elle est violente, vraiment. Et que nous, à la fois, on doit avoir cet effort de pédagogie, mais que le retour de bâton est assez impressionnant. Merci beaucoup, ça donne plein de mots-clés, évidemment. Puis on voit bien que dans l'approche, d'une part, il y a la violence subie et vécue, et d'autre part, il y a un soin qui est apporté dans la communication, ce qui est vraiment louable. C'est-à-dire, c'est rare. Souvent, quand on s'en prend plein la gueule, on a aussi envie de juste faire la même chose en retour. Donc, je pense que ça, c'est aussi une des clés de l'écoféminisme. Et puis, la question de la génération et de la responsabilité. Et je pense qu'effectivement, sur un plan local, concret, on a ça, on a des vis-à-vis. Je pense que peut-être, Camille, tu es plus sur un plan aussi de chercher les responsabilités à d'autres échelles aussi, où on peut dire, vous avez vraiment merdé, vous n'avez pas juste agi en bonne conscience et puis trouvé malheureusement la mauvaise solution, quoi. Donc je pense que les vidéos et les appels comme le Réveillons-nous, etc., elles cherchent aussi à positionner quelque part la responsabilité, à faire dire des choses. Oui, absolument. Et puis pour revenir un peu, je me retrouve totalement dans ce que tu dis, alors à moindre échelle en plus, parce que je pense qu'en politique, c'est particulièrement un milieu très misogyne, vraiment, et notamment dans la politique locale, parce que c'est moins médiatisé, donc parfois on se permet aussi plus de choses. Là, je me rappelle d'un conseil régional. J'étais au conseil régional d'Île-de-France, j'étais auditionnée. Tout le monde voit ce que c'est une audition, je fais souvent des auditions, c'est-à-dire que c'est soit le Conseil constitutionnel, soit le Conseil d'Île-de-France, l'Assemblée nationale qui prennent 1 heure, 2 heures, 3 heures pour interroger quelqu'un de la société civile, d'une ONG, un chercheur, une chercheuse sur une question qui les intéresse. Donc moi, c'était sur la politique agricole française. Et je me suis fait défoncer mais j'étais choquée, en fait. Vraiment, j'en ai perdu toute ma répartie. Je vous dis ça parce que c'est la semaine dernière de vraiment, j'étais en train de, je pense, ça me semblait quand même intéressant parce que j'avais préparé quand même un truc. Vraiment, le type levait les yeux au ciel et on était juste en face, quoi. Et donc, je dis, apparemment, ça ne plaît pas à tout le monde, donc, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, est-ce que j'ai dit une grosse gaffe? Qu'est-ce que je comprenais pas? Non, mais on sait tout ça, mais vraiment, vous êtes, mais travaillez vos sujets, mais c'est absolument et il s'est énervé contre moi, mais d'une violence comme je n'ai jamais vue. Et c'est bien que j'ai dû lui dire, mais écoutez, prenez votre pause café, si vous voulez. Maintenant, je veux dire, si je vous intéresse pas, vous m'avez invité pour que je donne mon avis, a priori, c'est qu'il y a quelque chose de... Et vraiment, la perception qu'on a, en fait, de nous, en étant une femme jeune qui parle d'écologie, c'est aussi parce qu'on bouscule, on dérange beaucoup, donc on va déranger des systèmes en place, des manières de penser qui sont prédominantes. Donc, il y a vraiment ça, moi, je le vois aussi dans le fait que... Et quand on a alors je sais pas non plus, mais un tout petit peu médiatisé, on voit quand même
qu'on a un traitement un peu différencié, mais le nombre de fois au début où j'arrive dans des tables rondes où on me dit, mais là, pareil, il y a un mois, on m'a dit, j'étais avec Cyril Dion, et puis on était deux femmes, et puis il dit bonjour à Cyril, après il dit, du coup, vous êtes l'assistante de, et je dis, bah, non, mais je suis pas, enfin, et c'est très bien, les assistantes sont des personnes merveilleuses, sans les miennes, je sais pas ce que je serais, mais, juste non, enfin, on peut aussi être invité sur scène, et on n'a pas moins et ça m'arrive très souvent, où le nombre de fois, on me dit, on dit, messieurs les députés, messieurs, et moi, on m'appelle Camille. Ça m'arrive aussi hyper souvent, de moins en moins, parce que maintenant je pense qu'on fait un peu plus peur quand on est un peu plus médiatisé et que du coup il y a un peu une posture qui s'inverse. Mais c'est vrai que ça, on le vit au quotidien et que c'est des micro-violences en fait qui nous rappellent toujours dans nos conditions et qui nous déstabilisent aussi au début, qui nous déstabilisent dans notre posture et du coup dans la force de ce qu'on veut dire. Du coup, juste rapidement, j'ai pris quelques notes, je vais pas être longue vraiment, mais moi je suis persuadée d'un truc qui fait pas consensus, c'est que en fait on ne sait pas, c'est-à-dire qu'il faut toujours rappeler les faits qu'on ne sait pas aujourd'hui le niveau d'urgence dans lequel on vit, en France typiquement il y a 1 Français sur 7 qui est platiste. Personne me croit quand je le dis, tout le monde va vérifier les chiffres, faites-le, c'est un très bon réflexe, mais vraiment on vit dans une ère aussi de fake news, on vit dans une ère où l'information elle doit tout le temps, en fait il faut toujours se battre pour la vérité, il faut vraiment toujours se battre pour la vérité. Et donc quand je vois le nombre de personnes qui sont climato-sceptiques, une enquête d'OpinionWay montrait que 25% des jeunes interviewés ne reconnaissaient pas que le dérèglement climatique était d'origine humaine. Donc on en est là quand même et il faut toujours faire cet effort. Donc moi j'ai préparé des petites notes pas longues sur qu'est-ce que l'écoféminisme et pourquoi c'est important. Est-ce qu'il y a une personne dans l'ombre qui levez la main très discrètement si vous osez pas, qui pense que c'est utile que je fasse un petit rappel des faits, ou est-ce qu'on s'en fout, tout le monde le sait et je passe à autre chose? Super, je vois des mains. Merci, je suis ravie. Donc je disais, ouais, c'est qu'au début, la critique un peu contre l'écoféminisme, c'était cette idée qu'un féminisme un peu matérialiste, qui était du coup contre la naturalisation des femmes, qui était l'idée de dire, bah en fait non, on ne naît pas femme, on le devient, et donc précisément, pourquoi est-ce qu'on aurait un lien plus particulier avec le fait que des gens sont en train de détruire la vie sur Terre? Ce serait bizarre, quoi, comme si ce serait en nous, on serait plus écolo dans notre nature. Donc ça, c'est vrai que c'est une histoire assez peu séduisante, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça, l'écoféminisme. Donc c'est né en 1900. La première fois qu'on entend le terme dans notre monde occidental, c'est en 1974 par Françoise Daubonne, dans Le féminisme ou la mort. Nous, notre hors-série avec Socialterre, je l'avais écrit L'écologie ou la mort, en référence à René Dumont et aussi à Françoise Daubonne. Donc en fait, c'est l'idée aussi que la destruction de l'environnement et l'oppression des femmes reposent sur un même système de violence et de domination. Et donc on reconnaît beaucoup de mécanismes qui sont communs, comme par exemple l'objectivisation, devient objet, le corps des femmes est objet, la nature est objet. On a un rapport avec le corps des femmes, avec les environnements naturels comme étant quelque chose qu'on peut dominer, qu'on peut posséder. Descartes qui disait on est homme et possesseur de la nature. Et ben de la même manière, j'ai trouvé une citation de Francis Bacon qui est horrible, qui dit il appelle les hommes à conquérir la terre comme le ventre d'une femme. Il dit « La nature est une femme publique. Nous devons la mater, pénétrer ses secrets et l'enchaîner selon nos désirs. » On vient de là, quand même. Donc, voilà. Donc, on voit aussi comment on dit dévaluation? Dévalorisation. Bon, vous voyez l'idée, il y a moins de valeur. Et évidemment la violence, évidemment le rapport de violence du corps des femmes. Voilà. Donc on a un rapport quand même commun qui est là. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment, donc il y a, comme vous l'avez dit, beaucoup d'écoféminisme. C'est un courant qui est loin, et surtout quand on regarde dans la philosophie, pas que occidentale en fait, c'est quelque chose qui est plutôt d'ailleurs spirituel, qui vient de loin, avec l'idée de Gaïa, etc., dans lequel moi je me retrouve pas forcément, mais qui est hyper intéressant à creuser pour certains ou certaines d'entre vous, si ça vous intéresse. Mais il n'y a pas vraiment aujourd'hui une idéologie politique précise qui se revendiquerait de l'écoféminisme. On a, nous, en France, Sandrine Rousseau, qui a été une des premières personnalités politiques qui s'est revendiquée en tant qu'écoféministe, mais ça reste aujourd'hui pas vraiment quelque chose qui est incarné d'un point de vue politique au niveau étatique. C'est plutôt l'idée de repenser comment est-ce qu'on pense la lutte écologique et le féminisme conjointement. Voilà, c'est plutôt ça pour moi l'idée. Petit rappel quand même que les femmes sont les premières victimes du dérèglement climatique. Selon l'ONU, elles ont 14 fois plus de chances de mourir à cause d'une catastrophe naturelle. 14 fois plus de chances. Notamment parce qu'elles composent 70% des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté.
Et un exemple très concret, en 2004, il y a eu un tsunami dans l'océan Indien. 80% des victimes en Indonésie étaient des femmes. C'est souvent elles aussi qui ont la charge mentale de s'occuper des personnes vulnérables, donc elles peuvent fuir moins rapidement, qui vont être dans des habits qui sont pas faciles pour courir souvent des robes ou des choses moins confortables, qui sont aussi un moyen d'alignation par le vêtement. Et on a dans notre société plus moderne aussi une plus grande pression sociale qui est exercée sur les femmes pour préserver l'environnement. C'est très concret, ça se traduit dans les algorithmes notamment des réseaux sociaux et des plateformes qui vont recommander beaucoup plus les éco-gestes aux femmes. Parce que la charge mentale incombe aux femmes. Et donc, précisément, c'est à nous d'aller faire les éponges zéro déchet, d'aller laver les couches réutilisables, etc., etc. Si bien que ça, c'est une écologie assez dépolitisée, c'est une écologie des petits gestes, mais qui va reposer, encore une fois, et qui va s'ajouter parfois à la charge mentale des femmes. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une critique à faire de tout ce mouvement zéro déchet, qui est super utile et génial, mais qui, souvent, parfois, va accélérer une forme de burn-out des mères, notamment, et souvent aussi des femmes. On remarque que les femmes sont les plus représentées dans l'espace médiatique, ce qui est très rare sur la question écologique. C'est intéressant de le voir, notamment les jeunes pour le climat, avec Greta, Louisa Neubauer, Vanessa Nakate. Il y a eu vraiment, c'est un sujet qui a été pris par les femmes, ce que je trouve assez fort. Et pour finir, j'ai plein de choses à vous dire, mais je ne veux pas monopoliser toute la parole, donc juste, il y a différents mouvements dans lesquels vous pouvez aller creuser, voir ce qui vous intéresse. Moi, je le vois vraiment comme un outil qui nous permet de penser les luttes, en fait, l'écoféminisme. C'est vraiment quelque chose qui nous permet d'être plus juste et plus précise dans nos moyens d'action et dans notre manière d'être au monde. Mais donc, il y a à la fois des mouvements qui vont plutôt parler de la proximité accrue des femmes avec le vivant. Donc ça, c'est plutôt l'approche essentialiste du féministe dont je vous ai déjà parlé. Il y a aussi un mouvement qui est plus sur la lecture des oppressions patriarcales envers les femmes et la nature comme une construction sociale, qui du coup c'est une approche plutôt constructiviste, qui montre que on apprend la domination en tant qu'homme, on apprend la domination sur la terre, sur les femmes aussi, et que le dernier point que je veux vous dire et ce sur quoi moi je me retrouve beaucoup, c'est un écoféminisme qui est en totale contradiction avec le féminisme libéral, qui est le fait qu'il ne s'agit pas d'être un féminisme à la businesswoman, de dire on va take the space, on va devenir les big boss des multinationales qui par ailleurs sont écocidaires et détruisent les capacités de vie sur Terre. Parce que je me suis retrouvée parfois en tant que femme puissante, ce qui s'appelle dans des endroits, d'ailleurs récemment, je ne devrais pas le dire si c'est filmé, mais dans des endroits où là, je suis partie d'un gala parce que je me sentais très mal à l'aise avec ce truc où ok, on était des femmes qui avaient réussi dans cette société patriarcale, mais en fait, c'était des femmes qui avaient réussi dans des milieux horribles, qui géraient des entreprises, tu vois, de père and co, ou qui étaient des ministres hyper de droite qui prenaient des décisions qui me plaisaient pas du tout. Enfin, du coup, il y a ce truc aussi de se dire, c'est un écoféminisme qui, à mon sens, pour moi, s'inscrit aussi dans une pensée, on pourrait appeler, j'aurais pas le temps de développer si je dis décroissante, mais vous voyez l'idée, dans une pensée qui est plutôt vers de la sobriété, qui est plutôt vers changer notre manière d'être au monde et qui n'est pas libérale au sens économique du terme, qui est plutôt libératrice, plutôt une écologie libératrice, un écoféminisme libérateur. Voilà, je verrais comme ça, moi. Voilà, désolée pour ce petit cours, mais je pense que ça va être utile pour certains ou certaines. En tout cas, c'était utile de le préparer, donc voilà. Absolument pas à être désolée, au contraire, on te remercie beaucoup parce que ça donnait énormément de pistes et puis c'était, je pense, très très bien et une belle illustration de comment on se retrouve. Je pense que le titre est aussi effectivement face aux enjeux climatiques et du vivant, pas seulement des sociétés, mais sociétés humaines et non humaines de notre planète. Et est-ce que la riposte écoféministe peut en être une? Et puis là, on voit effectivement qu'on a une chance dans ce sens-là à réinventer, reformer vraiment des sociétés à penser depuis tout, en fait, les enjeux et la manière dont on y répond. Et je pense qu'effectivement aussi, Alexia, tu utilises plusieurs moyens pour le faire. On a peut-être ici plus aussi le droit et aussi la vidéo. Et donc, volontiers, si tu peux nous dire un peu plus sur ces moyens-là. Merci. Merci Camille pour ton exposé que je trouve hyper intéressant et surtout super utile, je pense, de pas avoir comme ça on a mis les choses en place. Ça me rappelle quand tu parlais aussi Rebecca avec la politique, du coup je suis quand même dans un milieu d'avocats et je pense que le féminisme se serait imposé à moi à un moment donné en fait aussi si j'avais pas ouvert les yeux. L'autre jour, j'étais quand même en train de rencontrer
je tairai le nom, mais un avocat assez ancien, qui m'a fait pendant une demi-heure un discours comme quoi il y avait trop de femmes dans le droit, que du coup on avait moins de boulot et qu'elles pouvaient plus s'occuper de leurs enfants. Et d'ailleurs, elles deviennent toutes magistrates parce que comme ça, elles peuvent partir à 17h s'occuper de leurs enfants. J'étais mais estomaquée, mais avec une rage au ventre où j'étais là, je crois que je vais lui sauter dessus si mon cappuccino se finit pas dans 5 minutes. Enfin, mais puis finalement, il me demande c'est quoi vos hobbies. Je me suis dit oula, mais est-ce que vraiment je lui donne l'adresse de Mieux parce que je crois qu'il va faire une syncope. Et je me suis dit ouais, mais peut-être ça lui ferait du bien. Donc je lui ai quand même donné Mieux, mais je pense qu'il va pas m'en faire une hyper bonne pub. Je lui ai dit qu'il serait pas d'accord avec le fond, mais j'espère qu'il aimerait la forme. Donc voilà, mais pour vous dire qu'à un moment donné, ça vient un peu tout seul aussi ces questions-là. Et puis avec ce milieu-là aussi qui est très dur, j'ai eu exactement ce dont parle Camille, c'est en fait ces femmes qui réussissent, mais qui en fait réussissent comme des hommes. Et moi, pendant longtemps aussi, je pense que ça a été une figure que j'admirais, de devenir un peu la femme forte, la femme qui sait prendre la parole et tout ça. Et en fait, la femme qui déglingue toutes les autres femmes, surtout. Et je pense que j'ai eu des rapports beaucoup plus compliqués avec les femmes dans mon milieu qu'avec les hommes, où en fait, elles sont beaucoup plus dures, elles sont beaucoup plus cassantes, alors qu'un homme, alors c'est complètement à dénoncer, mais il est quand même plus dans la séduction. Donc on arrive en fait à en faire quelque chose et c'est horrible, mais on arrive parfois à utiliser ce truc, alors que la femme, bah vous êtes vraiment l'ennemi et puis c'est ciao quoi. Et ça aussi c'était hyper compliqué. Et je pense d'un coup réaliser qu'il y a une sororité, mais qu'en fait c'est tellement incroyable et beau d'être hyper solidaire parce qu'on est dans la même galère. Et puis, enfin voilà, ça c'est vraiment des choses aussi que j'ai réalisées à propos de mon parcours et que j'ai trouvé hyper génial. Et puis après, dans Mieux aussi, l'intersectionnalité nous est venue de manière assez évidente parce que pour moi, c'est l'écoféministe, c'est pas juste du féminisme plus de l'écologie. C'est vraiment une question de se dire bon, l'écologie là, c'est pas uniquement une question de on va enlever telle route et puis faire tel truc. C'est en fait il y a un vrai changement de société de manière hyper profonde et radicale. Mais en fait, en faisant ce changement de société, on peut partir dans tous les sens. Enfin, vous pouvez décider qu'en fait les esclaves c'était pas mal parce que ça faisait une bonne partie du boulot. Vous pouvez décider que les femmes à la maison c'était pas mal parce que ça faisait une bonne partie du boulot. Ou alors en fait vous reprenez tout en même temps puis vous dites en fait on va changer en faisant pas les mêmes conneries qu'on a déjà faites, en n'exacerbant pas certaines qui sont encore là. Enfin, et du coup, pour moi, c'est vraiment une manière d'un coup venir tout repenser de manière globale, d'enlever les yakas. Enfin, c'est facile de dire à un politicien, oui, regardez, l'autre jour, il y avait quand même dans le canton du Jura, ils ont très peur qu'une industrie du tabac s'en aille. Oui, forcément que le tabac, il y a tout ce qui est à dénoncer, mais en fait, cette industrie, elle fait vivre tellement de gens dans ce petit village qu'en fait, c'est hyper compliqué pour un politique de venir perdre tous les impôts que cette société amène, de voir que les gens, en fait, ils perdent leur boulot. Donc, c'est facile de venir dire à un politicien, enlevez cette industrie hyper polluante de votre village. Bah oui, mais en fait, il y a un aspect hyper social. Enfin, on fait quoi de tous ces gens et tout ça? Donc, pour moi, c'est une manière d'un coup, venir vraiment penser dans le global ces questions, de pas faire justement des immenses erreurs en allant trop rapidement. Je me pose aussi beaucoup de questions parce que je pense qu'on doit avoir une société beaucoup plus paysanne qui revient vraiment vers les milieux de la terre. Enfin, on va avoir besoin de beaucoup plus de main d'œuvre, tout simplement, si on enlève les énergies fossiles dans l'agriculture. Ouais, mais en fait, du coup, on en fait. Enfin, quels deviennent en fait les rapports hommes-femmes dans ces modèles-là? Enfin, souvent, j'ai rencontré des agriculteurs qui sont hyper intéressés par cette question. Vraiment, ils ont envie de pas reproduire des systèmes un système patriarcal, mais en même temps, ils se rendent bien compte que la femme, elle a moins de force. Comment ça se fait? Souvent, d'ailleurs, les femmes qui deviennent agricultrices, elles ont beaucoup plus de mécanisation. Commence pas forcément. Donc, ça pose 1000 questions. Et là, je vous apporte plein de questions et pas encore de réponses, mais on est en train de faire. On s'intéresse à ça avec Mieux vraiment dans le cadre d'un documentaire qui j'espère un jour sortira. Mais voilà, vraiment, ces changements de société vont poser en fait des questions à tous les points de vue, féminisme, LGBTQ+, Black, toutes les luttes antiraciales. Voilà, donc c'est vraiment un changement structurel et il faut qu'on fasse tout ça ensemble. Dernier point, pour moi, il y a aussi la question en fait, en face, c'est des mastodontes. Ils ont des moyens, mais impressionnants, incroyables. Ils n'ont pas envie que ça change, ça c'est assez clair. Et je pense que, ça va pas être une simple discussion toute tranquille autour d'une bière. Et du coup, il va aussi y avoir en fait besoin d'être en face beaucoup plus fort et d'être ensemble. Forcément qu'à un moment donné, on va sûrement s'écharper sur des détails, mais en fait, la base, elle est là. C'est un même système de domination qu'il faut qu'il faut complètement changer. Donc en fait, les premiers pas, faisons-les ensemble, soyons beaucoup plus forts ensemble en mettant nos luttes en commun. Et puis ensuite, on verra pour les détails comment est-ce qu'on fera. Puis on sera sûrement beaucoup plus créatifs parce que c'est aussi des gens, toutes les personnes queer par exemple, mais moi j'admire. Elles sont depuis tellement longtemps dans un système qui est pas binaire qu'elles ont une créativité mais juste incroyable. Et je pense que c'est des gens qui justement ont une force folle pour nous amener et nous aider à repenser des modèles de société puis à sortir de nos bulles, de tout ce qu'on a appris depuis tout petit.
Merci beaucoup. J'ai vu que vous avez pris des notes aussi en discutant. Et puis, on voit maintenant de plus en plus l'importance de revoir le monde déjà différemment, de l'information, la connaissance, qu'est-ce qu'on voit, on ne voit pas, la binarité. Longtemps, on ne se posait même pas la question, en fait. Et les moyens qu'on a, et puis tous ces enjeux à différentes échelles, quoi, globales, planétaires, nord-sud, de la question de la solidarité. Est-ce que, moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi des questions dans la salle. Est-ce que vous êtes déjà prêts pour poser une question ou l'autre maintenant, ou est-ce que je laisse d'abord encore un tour de parole? J'ai déjà vu une main se lever, donc moi, je n'hésiterai pas, ça vous va qu'on laisse, et puis vous ajoutez ce que vous voulez dire, que vous avez déjà noté, je suis sûre que c'est intéressant.